Bienvenue à notre deuxième cours d'INF 135. Cette semaine, on va regarder deux thématiques et demie. Une première thématique sur les normes de programmation. Okay? La deuxième grande thématique, ça va être pour les structures de contrôle itératives. Donc ça, c'est le gros sujet de la semaine. Puis il y a deux autres petits sujets. Donc un sur les opérateurs logiques, puis un dernier sur les utilisations de fonctions. Donc ça va, c'est juste une lancée. On va y revenir majoritairement la semaine prochaine pour la création de sous-programmes et de fonctions de toute pièce de notre part. Fait que on commence, puis on va parler des normes de programmation. Donc, le principe, c'est que pour avoir un bon programme, faut pas seulement que ce soit un programme qui est fonctionnel. Faut aussi que ce soit un programme qui est présentable. Ce que je parle quand je parle de présentabilité, c'est en gros toutes les normes, toutes les manières de faire en sorte que nos éléments soient présentables pour un autre être humain. Donc, tout ce qui touche à la présentation, c'est des choses qui ne changent rien à la fonctionnalité de notre programme, mais qui va avoir un impact sur la lisibilité du programme. Donc, il faut comprendre que quand on écrit des programmes, c'est très simple. Ben, c'est pas très simple, mais c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en train de régler le problème immédiatement. Donc ici, je vais vous donner une petite anecdote de ma part. À un moment donné, je travaillais sur un algorithme qui était assez complexe. Donc ça faisait une couple de jours que je travaillais là-dessus. Puis à un moment donné, je m'étais levé du bon pied. OK, j'ai passé toute l'avant-midi à programmer quelque chose. Puis là, à la fin de l'avant-midi, juste avant d'aller dîner, j'avais réussi à avoir quelque chose qui était fonctionnel. Puis là, j'ai regardé mon programme, puis j'ai dit, en ce moment, là, OK, puis je me pétais les bretelles un petit peu, là. Je me suis exclamé à mes compatriotes, en ce moment, là, il y a seulement moi et Dieu qui comprend qu'est-ce qui est écrit à mon écran, là, tellement c'était comme quelque chose de complexe avec laquelle j'avais pensé très fort. Fait que je m'étais dit, cool, OK, j'ai le droit d'aller dîner, OK, fait que je m'étais payé un long dîner. Je reviens en début d'après-midi, OK, même pas une heure plus tard, ou peut-être un petit peu plus qu'une heure, j'ai peut-être pris une heure de dîner un petit peu plus longue. Je m'assis devant mon code, puis je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il y avait seulement Dieu qui comprenait qu'est-ce qui se passait devant mon écran. J'avais réussi à oublier ou à pas revoir ou à pas être capable de suivre ma propre démarche que j'avais établie le matin même parce que j'avais pas assez décrit qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire, j'avais pas assez décrit les étapes qui m'avaient amené à ma solution. Donc, il a fallu que je repasse à peu près autant de temps juste à redécouvrir qu'est-ce que j'avais réussi à accomplir la première fois à cause que mon programme n'était pas assez lisible. Donc, quand on va appliquer des corrections sur vos différents travaux, vous allez voir que la présentation a un aussi gros impact que la fonctionnalité du programme. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est des points faciles à perdre, okay, pour la charge de travail que vous allez avoir mis sur le fonctionnement. C'est important de aussi accorder du temps à la présentation, à la lisibilité de nos différents programmes. Donc, qu'est-ce que ça implique, la lisibilité? Donc, ça a certaines grandes délinéations. Donc, la première, c'est le principe d'espacement. Donc, quand on parle d'espacement, on parle de n'importe quel espace vertical ou horizontal dans notre programme. Donc, le principe, c'est qu'il y en a deux types. Il y a des sauts de ligne, puis il y a des indentations. Donc, on avait vu que quand j'écris du code, donc, mettons, je dis, mettons, une saisie d'un nombre. OK, puis là, je fais ma saisie, puis on dit que en ce moment, j'ai pas j'ai rien autour, là, fait qu'on va dire entrer un nombre. Puis, je peux voir que chacune des parties du programme, fait que, mettons, ici, je ferai des calculs importants.
Puis après ça, on pourrait montrer... Ici, je suis en train d'écrire quelque chose qui n'a aucun rapport réel. C'est juste pour faire des exemples sur la présentation de programme. Partager. OK. Donc, le principe, c'est qu'on a comme 3 parties à notre programme en ce moment. Une première partie qui est comme la saisie d'informations, l'entrée d'informations. Ensuite, on a des calculs, puis après ça, on a l'affichage. Donc, on peut voir ici que les sauts de ligne, c'est utilisé pour un peu aérer puis nous dire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de notre programme. Donc, on a les sauts de ligne qui me permettent de mettre de l'indentation. Tu en mets juste un, tu sais, 2, c'est rendu trop. On en met un à chaque point d'action. On va revenir sur les points d'action quand on va parler des commentaires. Ici, j'ai une question qui demande quand est-ce qu'il faut mettre un point-virgule? Okay? Parce que je vois que tu en as mis ici, puis tu n'en as pas mis ici. C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que je voudrais le mettre à une place ou à une autre? Fait que le point-virgule est utilisé pour ne pas montrer l'affichage par défaut de MATLAB. Donc, en gros, quand on fait des assignations, okay, ou quand on va faire d'autres opérations qui font de l'affichage qui peut être considéré comme superflu, je vais mettre des points-virgules pour que ça ne soit pas dans la fenêtre de commande. Donc, on va ici regarder qu'est-ce que ça donne quand je l'exécute. Hop, 45. Puis, je peux voir les réponses. Qu'est-ce qui arrive si je ne mets pas les points-virgules? Donc, quand je rentre le nombre, je peux voir que tous les calculs d'assignation sont affichés dans la fenêtre de commande. Okay? Puis ça, c'est superflu. Maintenant qu'on sait comment faire de l'affichage, on peut être en plein contrôle de qu'est-ce qu'on affiche puis qu'est-ce qu'on n'affiche pas. Donc, les points-virgules vont être utilisés seulement quand on a besoin de, en fait, enlever l'affichage par défaut. En fait, c'est même indiqué. Hein? Donc, MATLAB nous le dit, là, il y a des warnings, il y a des faire attention. Donc, si on regarde ici, ça nous dit terminate statement with semicolon to suppress output. Donc, je veux terminer le statement, donc je veux à la fin de l'instruction avoir un point-virgule pour empêcher l'affichage, to suppress output. Fait que c'est des normes que même MATLAB essaye de t'inculquer. La majorité du temps, si tu as un warning, c'est mieux d'aller lire qu'est-ce que le warning te dit. Parce que c'est pas pour rien, hein? C'est un avertissement. Donc, des fois, ça peut arriver que le warning, c'est juste un avertissement, tu n'as pas besoin de rien faire. Mais souvent, surtout au début, c'est une bonne place à aller regarder pour aller s'assurer qu'on a toutes les bonnes normes, et ainsi de suite. Deuxième norme d'espacement, on a les normes d'indentation. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu implicitement parce que c'est géré automatiquement par MATLAB. Donc quand on a une conditionnelle, donc j'ai un if, puis là je dis si x est plus grand, mettons, que 10, ben j'ai le n qui apparaît, puis automatiquement, lui, il s'est mis 4 espaces plus loin que la marge. Donc ça ici, ça nous permet, quand on a un bloc de code qui est délimité par un mot-clé initial, donc en ce moment on connaît juste le if, là, on va en apprendre d'autres aujourd'hui comme le while et le for, mais il y a toujours un end qui vient avec. Donc quand on a besoin de délimiter un bloc de code comme ça, il va y avoir une indentation additionnelle. Donc ça veut dire qu'on va se séparer de la marge pour être capable de facilement voir c'est quoi les instructions qui sont dans ce bloc de code-là. Ça va nous permettre de voir facilement quand je saute par-dessus le if là, où c'est que je continue mon programme. Donc, les indentations, c'est géré semi-automatiquement, puis ils sont cumulables. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, peut-être que vous l'avez vu quand vous avez fait les exercices du laboratoire avec le plan cartésien. Donc, je regarde si le x est plus petit que 15, ben là, on fait quelque chose d'autre. Ben, ici, on peut voir le contenu de notre autre élément. Qu'est-ce qu'il dit?
faudrait que je mette X. Oui. Donc, on a ici un deuxième if dans notre premier if. Puis à l'intérieur, ben, on a des instructions. Puis celui-là. Ici, je mets des instructions qui n'ont pas rapport. Là. Okay, c'est juste vraiment pour démontrer les exemples de présentation. Fait qu'on a des... je sais pas, moi je pourrais avoir X est égal à X à l'intérieur. Okay, fait qu'on peut voir quand celui-là est exécuté, je peux facilement voir que c'est ça qui se passe à l'intérieur. Puis quand lui est exécuté, je peux voir que c'est ça qui se passe à l'intérieur. Donc on est capable de bien délimiter où les informations sont. Puis ça se peut des fois que ton affaire a comme un petit peu, tu es en train de copier-coller des choses, là, puis c'est plus correct. OK? Donc c'est plus présenté de la bonne manière. Il y a un outil de reformatage qui me permet de réaligner les choses de manière automatique. Donc, si je suis dans mon éditeur, là, la même place que le run, il y a une partie code. Okay? Puis dans la partie code, le piton en bas à gauche, c'est l'indentation intelligente. Donc, le Smart Indent. Quand je clique là-dessus, ça repasse au travers mon fichier, puis ça va remettre l'indentation de la bonne manière automatiquement. Tu n'as pas besoin de rien faire. Lui, il a toujours la bonne réponse pour être capable de travailler avec. Donc, on peut utiliser ça pour s'assurer qu'on a la bonne indentation dans notre programme. Fait qu'on sait comment faire des sauts verticales, on a des sauts horizontales. On a dit que les sauts verticales, ça venait avec les différentes actions. Donc, ça va venir ici, en fait, avec le principe de commentaire. Donc, quand on travaille, on a la possibilité d'avoir des commentaires avec notre programme. Le principe, c'est que le commentaire, il faut qu'il indique c'est quoi l'action que mon programme est en train de faire. On ne veut pas traduire le code lui-même, parce que le code est ce qu'on dit self-documenting. Qu'est-ce qui est écrit, on peut le voir, on est capable de lire du code. Le but du commentaire, ça va être d'indiquer pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ce calcul-là, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cette instruction-là pour arriver à ma réponse. Une autre manière de le voir, c'est si tu as besoin de décrire ton programme à quelqu'un, mais que tu n'as pas le droit d'utiliser les instructions. Qu'est-ce que tu vas dire? Mettons qu'on reprend le plan cartésien, je commence mon programme, puis je vais demander à l'utilisateur c'est quoi le point qu'il faut que j'évalue. Donc ça sera un premier commentaire. Ensuite, pour évaluer c'est dans quel cadran, je vais regarder est-ce que le X est plus grand que 0, puis je vais regarder est-ce que le Y est plus grand que 0. Donc ici, on va évaluer le point dans quel cadran, puis là, tu aurais des ifs qui viendraient avec. Puis une fois que j'ai déterminé ça, là, je vais afficher à l'utilisateur dans quel cadran le point saisi a été trouvé. Donc ici, j'ai comme 3 informations. Une saisie, un calcul, puis un affichage. Donc ces genres de mots-clés-là, ces actions-là, c'est les choses qu'on veut retrouver dans les commentaires. Donc, il va y avoir des commentaires qui sont à l'intérieur de notre code qui va nous permettre de représenter, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir un deuxième type de commentaires qui va être les commentaires d'entête. Donc, habituellement, à chaque début de fichier, quand on a besoin de remettre quelque chose, on va voir aussi quand on va commencer à construire des fonctions, il va y avoir un en-tête qui va venir avec, qui va décrire qu'est-ce qui se passe dans ce fichier-là. C'est quoi que le script est supposé de faire. Donc, vous pouvez aller regarder dans les exercices de laboratoire. Là, les différents scripts qu'on vous donne ont un en-tête qui a la question à l'intérieur, qui explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du script. Donc, vous devez vous baser sur ça pour vos éléments de remise, particulièrement vos travaux pratiques. Dernier point important pour la présentation, on a les non significatifs. Donc, à chaque fois qu'on utilise une variable, à chaque fois qu'on nomme un fichier, à chaque fois qu'on va avoir des fonctions, donc à chaque fois que je décide le nom de quelque chose, ça va être important d'avoir un nom significatif, donc qui a rapport au problème. Vous allez voir, moi j'utilise X et Y pendant que je fais des exemples aléatoires. C'est
parce qu'il y a deux raisons pour ça. Premièrement, c'est parce que j'ai pas de contexte pour les problèmes, je suis juste en train de vous montrer la syntaxe. Puis deuxièmement, ben c'est moi le prof, fait qu'on peut pas m'enlever de points. Fait que vous autres, checkez-vous, mais moi je suis immunisé, hein? Je suis le tout-puissant. J'ai pas besoin de checker ça. Mais évidemment, quand on travaille avec des problèmes concrets, on va avoir des noms de variables qui sont significatifs. Les noms de variables utilisent la technique du camel case. Donc, le principe, c'est que quand j'ai besoin d'avoir un nom de variable qui est très long, OK, ce que je vais faire, c'est que je commence avec des lettres minuscules, puis quand je voudrais changer de mot, à la place d'avoir un espace, je vais mettre une lettre majuscule. Nom de variable, OK, très long. Puis, le principe, c'est que si j'ai besoin de réutiliser cette variable-là quelque part, OK, on est en 2021, là, OK, j'ai pas besoin de la retaper au complet. Si je commence à la taper, j'ai automatiquement, OK, une complétion automatique qui apparaît, ou sinon je peux peser sur Tab sur mon clavier. OK, le Tab, là, c'est en haut du caps lock, là. Puis ça va compléter automatiquement le nom de la variable par rapport à ceux qui sont déjà déclarés dans mon fichier, dans mon programme. Donc, écrire des noms significatifs, tu as juste besoin de le faire une fois. Puis à partir de là, on est en business. Donc, ces différentes règles-là, il y en a d'autres, OK, des plus minutieuses qui existent, qui vous sont données dans le document de normes de programmation qui est fourni dans la section d'information générale. Donc, dans ce document-là, vous avez en gros toutes les normes, OK, de formatage, d'espacement, OK, de nommage, tout ce qui est représenté, OK, dans mon petit en-tête, là. J'ai établi en gros toutes les erreurs typiques qui viennent avec les règles générales qu'on a présentées. Donc, faites attention à bien lire ce document-là au moins une fois, surtout avant la remise de votre premier travail pratique qui va évaluer la présentation de votre travail. Excellent. Premier sujet de fait, on a les normes de programmation qui sont maintenant en tête. Aussi, sachez que, surtout quand on va commencer à travailler sur des problèmes plus larges avec les travaux pratiques, nos chargés de laboratoire, incluant moi-même, hein, puisqu'on va en avoir quelqu'un d'autre la semaine prochaine avec moi, les différents évaluateurs ont le droit de refuser de vous aider si votre code est trop laid. Donc, quand vous avez fait fi des différentes normes de programmation, souvent, ça va générer des erreurs qui sont facilement attrapables avec les bonnes normes. Fait que si vous êtes dans un problème, puis vous ne savez pas où aller, puis vous arrivez, vous demandez une question, peux-tu regarder mon code, essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, puis là, c'est du charabia, puis c'est mal formaté à l'intérieur, c'est possible de se faire dire, ben gars, remets ça, retape ça correctement, là, mets les bonnes indentations, assure-toi d'avoir des commentaires pour expliquer qu'est-ce qui se passe, puis après ça, on va le regarder ensemble pour mieux comprendre. Le principe ici, c'est le but des normes de programmation, c'est de faire ce qu'on appelle de la programmation défensive. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, là, mais quand vous essayez de faire un programme, puis le programme ne marche pas, il y a seulement une personne qu'on peut blâmer. Puis cette personne-là, ce n'est pas l'ordinateur ni MATLAB. C'est vous-même. Donc, c'est très frustrant, surtout quand on commence à programmer, de savoir que la seule source de problème, c'est nous-mêmes. OK? Puis notre manque de connaissances, notre manque de pratique. Donc, étant la seule source de problème, la seule source d'erreur, on veut essayer de minimiser le nombre d'erreurs qu'on peut commettre. Donc, la programmation défensive, c'est ça l'idée derrière. C'est de se donner des normes, de se donner des pratiques qui vont minimiser le nombre d'erreurs qu'on va être capable de faire en tant que débutant en informatique. Donc, ça peut sembler anodin, mais de commencer à mettre des commentaires, puis là, de dire « j'ai des instructions que je ne sais pas quoi mettre comme commentaire », ben, ça peut te donner comme question « ah, ben peut-être que j'ai pas besoin de ces instructions-là, ou peut-être qu'il faut que je retravaille le problème dans ma tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire. » Donc, dans ma programmation, presque aussi important que la fonctionnalité elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, pour s'assurer que ce soit une pratique qui soit établie dès le départ.
Alright. Fait qu'on rentre dans nos nouveaux concepts de la semaine. On va travailler sur les structures de contrôle itératives. Donc, la semaine passée, on avait terminé avec les structures de contrôle conditionnelles. Hein, on avait vu comment faire des programmes, on avait vu comment établir des instructions, puis on avait terminé avec la possibilité de sauter par-dessus des blocs de code dépendamment d'une condition, hein, une structure de contrôle conditionnelle. Fait que ça nous permettait de changer le flow d'instructions. Habituellement, le flow d'instructions, c'est séquentiel. Tu pars du début, tu fais l'instruction, tu fais l'instruction, tu fais l'instruction, tu fais l'instruction, tu n'as pas le choix. La structure de contrôle, contrôle le flux des instructions, celle-ci me permet de sauter par-dessus une partie, puis de continuer normalement, dépendamment de ce qui se passe. Fait que la structure de contrôle itérative, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Bien, la structure de contrôle itérative, elle va nous permettre de répéter des instructions, hein, donc de faire des itérations. Donc, itération, c'est un mot fancy pour dire un tour de boucle, okay, une répétition. Encore une fois, en informatique, le vocabulaire est simple, okay, dans le sens que ça ne veut pas dire rien de spécial. Itératif, ça veut juste dire que tu le répètes. Mais il faut le savoir pour avoir le jargon puis être capable de communiquer dans le vocabulaire du domaine. Donc, quand on parle de choses itératives, c'est des choses qui se répètent. Okay? Puis chaque répétition, ça va être une itération. Donc, ici, une nomenclature plus standard, ça va être des boucles. Okay? Donc, ça boucle les instructions. Fait qu'on va commencer avec une première boucle qui va être très, très, très semblable à notre boucle. On va regarder ça ici. Puis on va commencer à regarder qu'est-ce qui peut se passer avec la boucle while. Fait que la boucle while, okay, c'est une boucle qui est itérative et conditionnelle. Donc, le principe, c'est qu'on a le mot-clé while de la même manière qu'on avait le mot-clé if. Hein, donc, on a des mots-clés en bleu. Donc, c'est des éléments qui sont standardisés. Je suis obligé d'écrire ça pour avoir cette fonctionnalité-là. Puis, à l'intérieur, on va avoir une condition. Ben, la condition, hein, c'est la même chose qu'on avait avec les if. Ça veut dire que c'est une expression, quelque chose qui va me donner une réponse à une expression, encore une fois, vocabulaire d'informatique. C'est quelque chose qui me donne une réponse, fait qu'une opération arithmétique, une valeur directe, ou sinon, hein, une comparaison. On pouvait dire, mettons, est-ce que saisie est plus grande que 10? Puis, si je m'en vais à l'intérieur, on va dire mon fprintf, puis on va dire saisie plus grande que 10. Ouh! Fait qu'on essaie ça. On run ça. Je vais rentrer un nombre, mettons que je rentre quelque chose qui n'est pas plus grand que 10. Hein? Juste pour commencer, voir le principe de la condition. Donc, je fais 5. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il voit que la condition n'est pas bonne. Donc, ça va faire comme le if, ça va sauter par-dessus, ça ne la fera pas. Puis, ça va continuer normalement. Quand la condition est bonne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il voit si la condition est vraie, il va aller exécuter les instructions qui sont dans le bloc d'instructions du while. Là, tu vas me dire, OK, Hugo, ça, c'est cool, mais ça fait exactement ce que le if a fait. Là. On dirait que c'est la même chose. Ben, il y a une différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est que quand on termine la boucle while, on remonte, on revient au début de la boucle, puis on reteste la condition de nouveau. Fait qu'admettons ici, je vais le faire en step, là, OK, pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je commence mon step, OK. J'ai le input, je fais le step, ça me demande de rentrer un nombre, je rentre 15. OK? Parfait. Fait que là, ça va regarder est-ce que la saisie est plus grande que 10. Hein? En ce moment, ma saisie, elle est égale à 15. Fait que ça va bien. On fait notre step, ça l'exécute normalement notre élément. Fait que là, ici, je fais mon step, ça va faire mon fprintf. Puis là, quand j'ai terminé, qu'est-ce qui se passe? Il revient puis il reteste. Est-ce que la saisie est encore plus grande que 10? Oui, la saisie est encore plus grande que 10.
Qu'est-ce qui va se passer? Il va réafficher. Mais là, on peut voir qu'on va peut-être avoir un petit problème. Là. Admettons que je fais le continue qui va juste rouler de manière normale. On peut voir ici que on a des saisies de 10 là, qui y va de manière infinie. En fait, on va même le mettre comme ça ici, avec un backslash n, juste pour bien le voir. Fait que je rentre un nombre, 16. Et je peux voir ici que ça scroll, là. Ça scroll. Il y en a un infinité. Je suis en ce moment dans une boucle infinie. En passant, quand on est pogné dans ce genre de problématique-là, on peut toujours utiliser le contrôle C. Okay, sur notre clavier, là, on a le bouton. J'ai lié ça, c'est long. On a un contrôle, hein, et le bouton C. Et pèse ensemble. Contrôle C. Puis ça va arrêter notre bloc ici. Je le fais, puis dans le. Il veut pas parce que je suis en ligne. Juste parce que je l'ai fait en step. Mon texte est là. Oui, mon texte est là. Voyons, pourtant je l'avais fait tantôt. Dans le MATLAB en ligne, c'est plus CTRL-C. Peut-être que je suis pas dans la bonne partie de mon programme. Ah, ok. Donc si, habituellement, quand tu cliques sur Command Window, tu le fais, mais là, ça a l'air que c'est à l'intérieur de notre programme lui-même qu'il faut cliquer. Que tu essayes à différents endroits, ça dépend de la version que tu as. Mais le principe, c'est que notre CTRL-C nous permet d'arrêter notre programme en plein milieu. Okay? Donc, on est correct avec ça. Fait qu'est-ce qui arrive quand on a une boucle infinie? Il faut essayer de l'arrêter. Puis, on va essayer de construire quelque chose qui va me permettre d'arrêter de faire ça. Fait que maintenant ici, je pourrais dire saisie est égal à saisie moins 1. Puis ici, je vais pas mettre le point-virgule pour voir les saisies qui évoluent au fil du temps. Fait que mettons, je mets 14. Fait que je peux voir que j'ai mis 14. Il a affiché qui était plus grand que 10. Il a diminué de 1. Là, il a refait la boucle, il a affiché qui est plus grand que 10, il a baissé de 1. Il a affiché, il a baissé de 1, il a affiché, il a baissé de 1. Puis là, quand il s'est rendu au dernier élément, on a pu voir qu'il a réussi à sortir de la boucle, puis d'avoir la saisie qui était rendue à 10. Donc, le principe du while, c'est d'être capable de répéter une condition autant de fois qu'on en a besoin. Puis, on peut voir ici un principe fondamental des boucles qui va être une espèce de compteur. Okay? Donc, la condition, il faut s'assurer qu'il y a une manière qui va nous permettre de changer cette condition-là, puis d'être capable de sortir de la boucle. Donc, quand on travaille avec les boucles, il va souvent avoir un principe de compteur, quelque chose qui change automatiquement à chaque itération de la boucle. Alright? Donc, ça, c'est notre première boucle. OK? Habituellement, on va avoir... quand on travaille avec des boucles, la majorité du temps, on va avoir un compteur qui vient avec. En fait, ça arrive tellement souvent qu'on a un compteur qu'on va avoir un deuxième type de boucle. Donc ici, en passant, il y a une première série d'exercices. Donc encore une fois, après la période magistrale, ça va être à vous de faire ces différents exercices-là. Pour chacun des exercices, vous essayez de le faire pendant 5 à 10 minutes. Une fois que vous avez essayé, vous pouvez aller voir la solution de cet exercice-là qui est fourni avec le cours. Puis le principe, c'est que même si, comme, allez pas voir toutes les solutions de celui-là d'une shot, là, OK? Donc le principe, c'est que si, admettons, tu réussis pas à faire le premier, ben tu vas voir juste la solution du premier. Parce que peut-être que ça va te donner assez d'exemples, assez de connaissances pour être capable d'aller faire les prochains. OK?
Parfait. Donc, on a une première qui est avec la condition while. On en a une deuxième boucle. Donc, comme je l'ai dit, la majorité des boucles va demander d'utiliser un compteur. Donc, quand on a une boucle qui a besoin d'un compteur, on va en fait utiliser une boucle, une variation de la boucle while, qui est la boucle for. Donc, le but de la boucle for, c'est d'être capable de avoir un compteur qui est intégré à même la boucle. À la place d'avoir quelque chose qui est géré de manière manuelle, je peux avoir dans la configuration de la boucle des instructions qui vont me permettre de dire voici les différentes valeurs que la boucle va prendre. OK? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On a le for, OK? Qui va avoir un end, puis la configuration du for va être un petit peu différente. Je ne sais pas s'il y a des gestions automatiques du for maintenant. Ou tu fais... Non? OK. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir ici une configuration du compteur à la place d'avoir une condition. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu comme une assignation de variable. Fait qu'on commence, puis on lui donne un nom de variable. Fait que ici, par convention. Hein, donc, une convention, c'est quelque chose que tout le monde fait. Comme ça, on se facilite la tâche. Quand on voit quelque chose, on sait que c'est cette convention-là. Donc, on peut plus facilement comprendre la problématique ou qu'est-ce qui se passe. Quand on a un compteur avec une boucle for, habituellement, on va avoir une variable qui s'appelle i. OK? Juste pour un compteur. Si on a besoin d'un deuxième compteur, on va utiliser une variable qui s'appelle j pour un deuxième compteur. Si on a besoin d'un troisième compteur, on va utiliser k comme troisième variable de compteur. Si on a besoin d'une quatrième boucle, ben on va faire attention parce qu'habituellement, on n'a pas besoin de plus que 3 boucles imbriquées l'une dans l'autre. Il faut que tu commences à regarder ton problème. Habituellement, c'est juste IJK que tu as besoin. Quand tu en as besoin de plus, commence à te poser des sérieuses questions. Donc, on a un nom de variable qu'on va faire comme si on faisait une assignation. Mais là, c'est pas comme une assignation, ça va être voici toutes les assignations possibles de ce problème-là. Donc, il va avoir une valeur de début et une valeur de fin. Fait qu'admettons ici, je commence de 1 à saisie. Puis on va faire un petit fprintf. Je suis dans la boucle. Fait que le principe, c'est qu'on a un 2 points. Puis on va avoir une valeur avant, puis une valeur après. Quand je dis valeur, en fait, ce que j'implique, c'est que c'est des expressions de chacun des bords. Ça veut dire que je peux mettre des variables, je peux mettre des opérations arithmétiques, je peux mettre n'importe quoi qui va me donner ultimement une valeur précise. Puis le principe, c'est que la valeur i va prendre toutes les versions. Donc ici, mettons, on va dire avec i est égal à... Et on va aller regarder qu'est-ce que ça implique ça. Un petit peu plus petit. Un petit peu. On met les petits au complet. Et ouais. Fait que on va pouvoir voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc quand j'exécute ça, mettons, je rentre 4. J'ai oublié de mettre un backslash n. On va faire ça. Backslash n. Donc je rentre ici 3. Fait que je peux voir ici que j'ai répété le contenu de la boucle 3 fois. Puis à chaque fois, la valeur du compteur a automatiquement été mise à jour à partir de notre valeur initiale, donc la première itération, hein, le premier tour de boucle, c'était avec i est égal à 1. Après ça, quand ça a recommencé, hein, ça revient puis ça refait la boucle. La deuxième boucle avait le i qui était rendu à 2. Puis la troisième boucle, la dernière itération, avait la valeur 3, qui était la valeur que j'avais rentrée initialement dans ma saisie. Puis après ça, j'ai continué normalement pour travailler avec mon programme.
Donc, la book for me permet d'avoir un compteur qui part d'une valeur initiale jusqu'à une autre valeur, et qui va me permettre de faire des sauts de 1 entre chacun. Si je veux avoir des sauts de autre que de 1, hein, ou sinon des sauts négatifs, je peux avoir un deuxième 2 points qui va m'insérer la valeur du saut entre les deux. Donc, c'est peu commun, là, mais mettons qu'on l'essaye. Donc, je peux voir ici que entre chacune des boucles, entre chacune des itérations, j'ai fait un saut de 2 à l'intérieur de ma boucle pour me rendre. Donc, on est capable d'avoir aussi un nombre d'itérations qui est différent. Un saut d'itération qui est différent que juste de 1. Mais par défaut, c'est 1. Alright. On n'est pas pire avec ça. Ici, un autre élément qui est important à mentionner, particulièrement si vous avez fait d'autres langages de programmation ou d'autres programmations préalablement. La book for ici n'est pas comme dans d'autres langages. Elle va vraiment forcer la valeur de i. Donc, admettons ici que j'essaye de multiplier i fois 10 à chaque fois, là. Ça ne change rien. La valeur est setée au début, puis elle va reprendre la prochaine dans la configuration de manière automatique. Donc, tu ne peux pas, contrairement à d'autres langages de programmation, changer la valeur du compteur après directement la configuration initiale. En fait, si on regarde, il y a même un warning qui m'indique que hey, ton index de boucle, hein, ta variable de ta boucle i, a été changé. Puis là, ça va te dire, hey, en passant que dans MATLAB, ça reset automatiquement la patente, tu veux pas faire ça. Fait que ça devrait pas exister. Encore une fois, le warning me permettait de découvrir une erreur, une problématique de mon programme. Alright, on a une deuxième série d'exercices qui va venir avec ça. Puis, ça fait le tour du nouveau concept sur les structures de contrôle itératives. Donc, d'être capable de répéter plusieurs instructions qui viennent ensemble. Il reste juste à savoir quand est-ce utiliser l'une ou l'autre, mais avant ça, je vais prendre la question de Ahmed. Donc, le nom du compteur est à ta discrétion totalement, mais la convention, hein, donc ce que 99,999% des programmeurs font, c'est que ça va être I, J et K. Donc, à moins que ce soit un compteur très précis d'un élément très spécifique, habituellement, ça va être I en premier. Si tu en as besoin d'un deuxième, ça va être J. Si tu en as besoin d'un troisième, ça va être K. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Donc, on a une autre question de Loïc. Donc, pour avoir le compteur négatif, on a besoin d'avoir, bon, évidemment, un saut qui va être négatif, mais juste ça tout seul, ça ne marchera pas. Fait qu'ici, mettons, j'essaye. Hein. Fait que ça va juste sauter par-dessus. Parce que le principe, c'est la valeur de début, c'est 1, puis avec des moins 1, il faut que je me rende à saisie. Ça ne fonctionne pas. Pour avoir une descente, il faut inverser le début et la fin. Pour dire que je commence à une grande valeur, puis je termine à une petite valeur. Donc, on peut avoir ici le 3, 2, 1. Est-ce que c'est... On comprend qu'est-ce qui se passe avec ça? Excellent. Donc, ces genres de choses-là sont aussi démontrés, les différentes versions possibles, dans les exemples, en passant. Donc, si, admettons qu'on s'en va voir les exemples for, on a ici tous les différents exemples possibles qu'on pourrait avoir. Les compteurs, OK. Qu'est-ce qui arrive dans les cas bizarres? OK, le saut négatif est ici. OK, donc, n'hésitez pas non plus à, si vous en souvenez plus après le cours ou quoi que ce soit, retournez voir les exemples.
ça va vous permettre de plus facilement retrouver qu'est-ce que vous avez besoin. Parfait. Donc, c'était ça pour les structures de contrôle itératives, le while et le for. On a une deuxième série d'exercices. La question qui va toujours falloir se poser quand on utilise des structures de contrôle, quand on a un problème qui semble avoir besoin d'une boucle, ça va être de se demander est-ce que j'ai besoin du while ou est-ce que j'ai besoin du for? Fait que la question fondamentale à se demander, c'est est-ce que je peux résoudre le problème avec un compteur qui a un début et une fin? Donc, si je suis capable de déterminer le nombre d'itérations, si je suis capable de savoir une valeur de début ou si je suis capable de calculer une valeur de début et de fin, je vais être capable d'utiliser la boucle for, puis on va vouloir préconiser l'utilisation de la boucle for. Si je suis incapable de déterminer le nombre d'itérations à l'avance, c'est seulement là que je vais utiliser la boucle while. Donc la boucle while va être habituellement... La boucle for va être la boucle qu'on va utiliser 90% du temps. Parce que la majorité des problèmes, le nombre d'itérations peut être soit déterminé d'avance, soit calculé avant de commencer la boucle. Fait que la boucle while va être utilisée pour deux types de problèmes majoritairement. Le premier type, c'est où c'est que la réponse qu'on veut trouver, c'est le nombre d'itérations qu'on a besoin de faire. Donc, on va avoir des problèmes mathématiques où c'est que, mettons, on veut calculer combien on ramasse d'argent chaque année. Fait que c'est une boucle, c'est une année qu'on calcule. Puis, on veut calculer quelque chose jusqu'à temps qu'on se rende à un certain montant ou à une certaine condition. Bien, la réponse elle-même, c'est le nombre d'itérations. Donc, je ne peux pas avoir une boucle for qui va le calculer d'avance, sinon ce serait juste un calcul que je pourrais faire normalement. Fait que ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas où c'est qu'on va souvent utiliser une boucle while, c'est quand on va avoir une gestion d'un utilisateur ou un élément qu'on pourrait considérer comme chaotique. Admettons que je te dis, bon, j'ai besoin de aller chercher les différents... mettons, j'appelle un service téléphonique, puis là, ça dit, pesez sur le 1 pour aller... à votre compte, pesez sur le 2 pour le soutien technique, pesez sur le 3 si vous êtes un nouveau client. Puis là, il faut que ce soit un de ces choix-là qui est le bon. Fait que tu dis, tant que c'est pas un de ces choix-là, répète les choix. Ben, je peux pas savoir combien de fois il va falloir que je répète les choix, combien de fois est-ce que la personne qui a mal entendu va peser sur un numéro qui est pas correct, puis qu'il va falloir qu'il répète les instructions. Donc, si on a un élément chaotique qui nous permet de ne pas savoir ça va être combien d'itérations, c'est un autre cas où c'est qu'on va utiliser le while. Mais la majorité du temps, la boucle for va nous permettre de facilement avoir un compteur puis d'être capable de configurer ce compteur-là d'une manière facile et conviviale avec la configuration à même la boucle. Alright. Prochain sujet de la journée, les opérateurs logiques. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu cet élément-là, mais durant les exercices de la première semaine, on a notre gentil point XY dans un cadran d'un quadrillé, puis on veut avoir à l'intérieur une information. Oh, ici, il y a un petit problème d'affichage, on va aller chercher une autre présentation pour s'assurer qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Ici. Donc, on avait besoin d'avoir deux différentes comparaisons, puis d'être capable de combiner les comparaisons ensemble pour avoir comme une méga condition. Donc, pour résoudre ce problème-là cette semaine, nos outils, c'était juste les conditionnels avec des comparaisons simples. Donc, la méthode de résoudre ça, c'était d'avoir des conditionnels imbriqués, qui est une compétence qu'il fallait développer. Mais on a un deuxième outil qui me permet de combiner différentes opérations logiques. Okay? Donc, le principe, c'est que je vais avoir des réponses logiques, okay, du vrai au faux d'un bord, du vrai au faux de l'autre bord, puis là, je vais pouvoir dire, il faut que ces deux-là soient corrects pour que ça fonctionne, ou il faut qu'un de ces deux-là soit correct pour que ça fonctionne. Donc, le principe des opérateurs logiques, donc c'est des nouveaux opérateurs, comme les opérateurs conditionnels, les opérateurs relationnels, plus petits, plus grands, puis ainsi de suite. Les opérateurs logiques vont me permettre de prendre deux éléments logiques, donc des vrais ou faux. Donc, habituellement, le A et le B,
tu pourrais considérer ça comme étant des conditions que nous, on avait vues la semaine passée. Là. Donc, X plus petit que 10, puis Y plus petit que 20. Hein? Donc, ça serait le A et le B. Puis, on a ici, ce qu'on a, c'est une table de vérité. Okay? Donc, la table de vérité, ça dit, voici les versions possibles. Puisqu'on a des éléments logiques, les seules variables possibles, les seules valeurs possibles, c'est soit 0 pour faux, soit 1 pour vrai. Hein? Fait qu'on peut facilement faire le tour de toutes les combinaisons possibles quand on en a juste deux. Soit que c'est faux-faux, faux-vrai, vrai-faux ou vrai-vrai. Okay? C'est les seules possibilités dans nos deux éléments A et B. C'est nos seules combinaisons. Fait qu'on va avoir deux nouveaux opérateurs logiques qui vont nous permettre de combiner plusieurs éléments ensemble. Fait qu'on va avoir le « et », okay, qui s'appelle la conjonction, là, si tu veux te péter les bretelles, qui utilise les éperluettes. Puis on va avoir la disjonction, le « ou », qui va utiliser les barres verticales. Donc, faire attention, c'est pas des L, c'est pas des I, c'est les barres verticales. Encore une fois, si vous ne savez pas c'est où, essayez d'ouvrir votre clavier visuel de Windows pour être capable de le faire. Sur les claviers anglophones, habituellement, c'est au-dessus de la touche Enter. Sur les claviers francophones, souvent, c'est le Shift, c'est le piton à gauche du 1, en haut à gauche complètement. Là. OK? Donc, essayez de trouver votre barre verticale pour être capable de le faire. Puis, on va en utiliser deux ensemble. OK? Donc, c'est toujours deux qui va faire marcher ça. Fait que le principe, c'est que le « et », hein, ça le dit un peu dans son nom, il faut qu'il y ait le A et le B pour que le résultat de ça soit bon à son tour. Fait que ici, on a la table de vérité. Okay? Ça nous dit c'est quoi la réponse pour toutes les versions possibles. Si c'est 2, 0, ça me donne 0. Si c'est juste un des deux, ça me donne 0. Hein, ici, on a les réponses de A et B. Si c'est juste le A, ça me donne 0. Puis, si les deux sont à 1, si les deux sont vrais, si le A et le B sont bons, ben là, on a notre résultat A et B qui est bon à son tour. Fait que ça, c'est notre premier qui est le « et ». Okay, ça nous permettrait de bien répondre à notre question qu'on avait durant notre exercice du premier laboratoire. Mais on en a un deuxième qui est le « ou », qui va me permettre de prendre une condition ou une autre condition. Fait que le principe, c'est qu'on va avoir les deux barres verticales pour le « ou », qui va me dire, dès qu'il y en a un des deux barres qui est bon, je vais avoir le résultat qui est 1 à son tour. Seulement s'il n'y en a aucun des deux, que ça va me donner un résultat qui est faux. Donc, avec ça, on est capable d'avoir, mettons, une conditionnelle, OK, qui me dirait il faut que la saisie soit plus grand que 10 et, il dit, et puis où mon et, il faut que la saisie soit plus petite que 20. Donc ici, on a une condition A, une condition B, puis il faut que ces deux conditions-là soient bonnes pour que je rentre dans mon if. On a un dernier élément, ici, qui est l'inversion logique. Okay, le tilde, hein, le même qu'on utilisait quand on avait le différent de, le tilde égal. Donc, lui me permet de faire une inversion logique. Fait qu'admettons ici, on va le faire dans le command window juste pour voir comment ça peut fonctionner. Mettons que je dis, est-ce que 4, c'est plus grand que 10? Hein? Ça me donne un logique 0, un logique faux. Fait que si je prends cette condition-là, cette valeur logique A, hein, là, fait que mettons ici, hein, je dis A est égal à 4 plus grand que 10. Ça fait que maintenant dans A, j'ai 0. Si je fais tilde A, donc on avait le 0. Puis quand je fais l'inverse logique de ça, ça me donne un 1. Donc ça va juste prendre la valeur logique, puis ça va l'inverser. Hein, c'est une inversion logique.
Fait que les opérateurs logiques me permettent de prendre des conditions ensemble, puis de les combiner. Puis là, le principe, c'est qu'on peut en avoir plein en même temps. Là. Je pourrais avoir ici un A et B et C. OK? Puis il va juste les faire. C'est un opérateur logique. Là. C'est comme les plus et les moins. Une fois que tu en as vu un, tu peux comme les enchaîner autant que tu veux, puis ils vont être capables de travailler ensemble. Ici, un élément qui est important, ça va être de comprendre que on a vu des opérateurs logiques. Aujourd'hui, on a vu les opérateurs relationnels la semaine passée. Tous ces éléments-là viennent s'insérer dans des priorités d'opération. Hein? Donc, ici, je vais regarder, il me semble que j'ai ça dans mes notes de cours quelque part. Ce lien-là. Ouais. Donc, on a les priorités d'opération qui me permettent de dire où c'est que je me situe là, avec mes nouvelles opérations. Bon, évidemment, on a les parenthèses, hein, c'est le premier niveau, on sait ça. On a les multiplications, les divisions, hein, on sait ça aussi. On a l'addition, la soustraction, on sait ça. Ben là, ici, on va voir que les opérateurs de comparaison viennent en dernier par rapport à toutes nos opérations mathématiques qu'on connaissait auparavant. Puis, on peut voir que les opérations logiques viennent en dernier après ces différents éléments-là. Donc, c'est important de garder ça en tête quand tu essaies de construire quelque chose. Tu n'es pas obligé de mettre des parenthèses partout. Tu peux utiliser les opérations logiques pour savoir qu'est-ce qui se passe où et quand. Après ça, on a un troisième petit exercice. Dernier sujet de la journée. On va avoir le principe d'appel de fonction. Donc, les appels de fonction, ça va nous permettre, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise depuis le début de la semaine, depuis la semaine passée, depuis le début du cours. C'est le principe d'être capable d'appeler un bloc d'instructions qui vient de quelque part d'autre, puis qui va s'exécuter en utilisant le nom de cette fonction-là, le nom de ce sous-programme-là. Quand on utilise dans notre programme le CLC, quand on utilise le clear, quand on utilise le fprintf, c'est toutes des fonctions, c'est des blocs de code déjà existants que moi j'invoque pour être capable de faire des choses intéressantes. Des fonctions déjà incluses dans MATLAB, il y en a des milliers. Donc c'est important de savoir qu'il y en a un paquet. On a vu qu'on peut utiliser le help pour être capable d'avoir une espèce de bloc d'instruction qui me permet de savoir comment ça fonctionne, cette fonction-là, comment fonctionne la fonction. Ou sinon, on a aussi la documentation qui est comme une espèce de meilleur bloc d'aide, donc de la documentation qui va me donner des exemples de comment l'utiliser, qui va me permettre de voir vraiment toutes les options possibles qui viennent avec. Fait que le principe, c'est que les fonctions ont tous des règles génériques qu'il faut comprendre quand on les utilise. Pour l'instant, on a comme vu des exemples spécifiques, mais dans ces exemples spécifiques-là, il va y avoir des généralités qu'il faut être capable de comprendre c'est quoi le principe. Fait que la première chose, c'est qu'il existe deux types de fonctions. Il y a les fonctions qui retournent quelque chose, puis il y a des fonctions qui ne retournent rien, qu'on appelle des procédures. Donc, le principe, c'est on va... voyons. Je vais faire quelque chose, puis... mettons 0.7. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand je vais cliquer sur Enter? Ben, sans savoir nécessairement c'est quoi exactement sin de 0.7, là, on n'a pas besoin de savoir ça par cœur, là. Mais on peut facilement comprendre que sin, ça va être calculé, puis le résultat de sin va être assigné dans notre variable x. Donc, quand je clique sur Enter, ça me dit que x maintenant, c'est 0.6442.
Donc, on a une fonction que le but de la fonction, c'était de retourner une information, d'être capable de me donner une réponse. Hein, donc, si je fais 0.7, c'est une réponse, okay, qui est générée par cette fonction-là. Donc, les fonctions qui génèrent des réponses, on va pouvoir les mettre n'importe où c'est qu'on a des expressions. Hein? Fait que, c'est exactement ce qu'on vient de faire, là. Donc, je viens de dire x, c'est égal à sin de 0.7. Ben, on avait dit que ça ici, c'est une assignation. De ce bord-là, on avait un identificateur, le nom de la variable dans laquelle je veux insérer quelque chose. Puis, à droite, on avait une expression qui va être évaluée. On va trouver c'est quoi le résultat de cette fonction-là, puis le résultat va être assigné là-dedans. Fait que si je mets quelque chose comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va évaluer le résultat de cette partie-là, de cette fonction-là. Il va prendre le retour, hein, donc quand une fonction est exécutée, quand on trouve une réponse, puis que cette réponse-là va être utilisée, on dit que ça retourne la réponse. Donc, la fonction sin a un retour. Okay, donc, dans ce cas-là, ça va être le sinus de 0.7. Puis, à cette réponse-là, on va ensuite additionner le 2. Puis, c'est ce résultat final-là qui va être assigné dans notre x. Ah, donc, on a le 0.6442 de tantôt, plus le 2, ça me donne 2.6442. Fait qu'on a un premier type de fonction qui est ceux qui retournent une information. Mais là, admettons que j'écris z est égal à CLC. CLC, on a dit que c'est une fonction, là. Qu'est-ce qui va être assigné dans z? La réponse ici, c'est je ne sais pas. Ça n'a comme pas d'allure de me demander ça. Parce que le but de CLC, c'est de faire une action générale, pas de générer une réponse. Puis en fait, quand tu essaies de faire ça, ça va casser. Okay? Ça veut dire que je ne suis pas capable de faire CLC, tu me demandes de faire quelque chose qui n'a pas d'allure. Tu me demandes d'utiliser cette fonction-là comme si j'allais te retourner quelque chose, comme si j'allais avoir une réponse. Mais le but de cette fonction-là, c'est juste d'être exécutée directement. Que ça soit la seule instruction qui est exécutée. Donc, quand on a besoin d'exécuter une fonction qui ne retourne rien, qu'on appelle une procédure, il faut l'exécuter tout seul, hein, sans rien faire d'autre sur la ligne d'instruction. Hein, le même principe que si j'écris CLC plus 2, ça n'a pas d'allure non plus. Donc, c'est pas capable de fonctionner avec ça. Fait que la première chose à savoir sur les fonctions, hein, faut que tu utilises le nom de la fonction, puis après ça, il faut que tu saches si la fonction retourne une information ou pas. Fait que ça, c'est le premier mécanisme qu'il faut savoir avec les fonctions. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu comme implicitement. Là, on va formaliser ça pour être capable de bien comprendre qu'est-ce que ça implique quand on utilise une autre fonction qu'on ne connaît pas encore. Fait que quand on travaille avec une fonction, puis que la fonction a besoin d'informations. Hein, donc, ici, admettons que j'écris ça. Z égale à sin plus 2. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Ben, encore une fois, la réponse, c'est ça n'a pas d'allure. Okay? Parce que sin, pour fonctionner, là, ça a besoin d'avoir d'autres considérations. Hein? Ça a besoin d'avoir une information préalable pour être capable de fonctionner. Donc, quand une fonction a besoin d'informations préalables, comment est-ce que je fais pour représenter puis lui donner ces informations-là? Ben, je vais utiliser ce qu'on appelle les paramètres d'entrée. Et comment est-ce que ça fonctionne, les paramètres d'entrée? Ben, on l'a vu implicitement, ça va être avec des parenthèses. Puis, à l'intérieur des parenthèses, je vais pouvoir aller écrire, okay, les paramètres qu'on a besoin. Fait que, dans ce cas-ci, sin a juste besoin de un paramètre d'entrée. Fait que j'ai juste besoin de fournir une information. Si, admettons, je regarde là, OK, puis je te demande fprintf.
ça a combien de paramètres d'entrée? Fait que les différents paramètres d'entrée, ils vont être délimités par une virgule. Fait que ici, on peut voir qu'il y a une virgule. Fait que fprintf, en ce moment, a deux paramètres d'entrée. Le premier paramètre qui va être la chaîne, okay, ce qu'on appelle la chaîne de formatage. Puis un deuxième paramètre qui va être les informations à insérer dans la chaîne de formatage. Si je te demande input en ce moment, il y a combien de paramètres? Il y en a juste un, qui est la chaîne de texte qu'on demande. Mais on a vu qu'on peut en avoir un deuxième si on a besoin de faire une saisie de chaîne de caractères. Hein, donc, si on a fait les premières questions de notre série d'exercices, on a vu qu'on peut avoir un deuxième paramètre qui serait la chaîne S. Donc, quand on travaille avec des fonctions, chacune des fonctions va toujours marcher de la même manière. Okay? Si on n'a pas de paramètres d'entrée, hein, comme on l'a vu avec le CLC puis le clear, j'ai pas besoin de mettre de parenthèses. Mais je peux les mettre en passant, puis juste les mettre vides, ça fait exactement la même chose. C'est juste superflu. Fait que quand je veux utiliser une nouvelle fonction, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ben, j'ai besoin de savoir deux choses. Premièrement, c'est quel type de fonction? Est-ce que c'est une fonction qui retourne une information ou c'est une fonction qui ne retourne rien, qu'on appelle une procédure? Donc, c'est la première information à savoir. La deuxième information à savoir, c'est quels sont les paramètres d'entrée, puis c'est quoi qui indique chacun des paramètres. Fait que mettons ici, on essaye de trouver, puis là, ça va être, vous devez être capable d'utiliser une fonction que vous n'avez jamais utilisée seulement si on vous donne le nom de la fonction, c'est quoi son retour s'il y en a un, puis c'est quoi s'il y en a un, puis sa liste de paramètres d'entrée. Avec ces trois informations-là, on va être capable d'utiliser pas mal n'importe quelle fonction. Fait que c'est là que l'aide va devenir en aide. Fait que mettons, j'ai la fonction mode. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ben, mettons, je regarde mode. Ça me dit mode, OK. Ça me retourne une information. Fait que déjà, là, j'ai le mot-clé retour. Fait que ça me dit, il va avoir une réponse. Puis après ça, je regarde la définition de la fonction. C'est mode, parenthèse, XY. Fait que cette fonction-là a besoin de combien de paramètres? Elle a besoin de 2 paramètres. Ici, c'est intéressant, la fonction mode, en passant, ça me permet de trouver le restant d'une division. C'est comme une nouvelle opération, une nouvelle opération mathématique qu'on n'a pas beaucoup vue. Donc, le restant d'une division, ça va me permettre de trouver, en gros, le nombre qu'on n'a pas réussi à soustraire. OK, fait qu'on se donne des exemples, OK, parce que ça va revenir un petit peu le modulo. Admettons que j'essaye de faire ça ici. OK? Donc, si je regarde le 14 modulo 5, ça me donne 4. Là, on va essayer de trouver pourquoi ça donne 4. Fait que le principe du modulo, c'est de dire, je prends ma première valeur, puis j'essaye de trouver, OK, c'est quoi le résultat si je soustrais une première fois. Je vois que ça me donne 9. Puis là, le principe, c'est que tant que ça me donne une valeur qui est non négative, je vais continuer à soustraire. Fait que ça me donne 9, fait que j'aurais fait 9.5. Hein? Donc, j'aurais fait le deuxième paramètre ici, là. OK? J'aurais fait le 9.5. Puis là, ici, si j'essaye 9.4, oh, là, ça va me donner quelque chose de négatif. Hein? Fait que, excuse-moi, 4-5, je suis pas capable de... 4-5, hein, ça me donne quelque chose de négatif. Fait que le principe, c'est il faut que j'arrête avant que je tombe à quelque chose de négatif. Donc, dans notre cas, quand on fait le modulo 14,5, ça va essayer de soustraire 5 le plus de fois possible. Puis quand c'est plus capable, ça me donne le restant de ça. On se donne un autre exemple. Admettons que j'ai mode 21. Oups. Mode 21. Modulo 10. Fait que j'essaie d'enlever le plus de fois 10 dans 21 en restant non négatif.
Fait que j'essaie d'une fois, ça va me rester 11. J'essaie une deuxième fois, il va me rester 1. Je peux pas essayer une troisième fois. Fait que le résultat, ça va être 1. Qu'est-ce qui arrive si on tombe pile dessus? Hein, donc, je peux enlever 5, je peux enlever 5, je peux enlever 5. Ben, je tombe à 0, hein, qui est non négatif. Puis, si je le ferai une autre fois, ça tombe dans le négatif, fait que j'arrête là. Fait que le modulo, un excellent exemple, OK, où c'est qu'on a une fonction, puis on a pu facilement déterminer comment est-ce que je pouvais utiliser la fonction en regardant la documentation. Donc, ça retourne quelque chose, parfait, je peux l'utiliser, puis ça me donne une réponse, puis j'ai 2 paramètres comme entrée. J'ai une question de Ahmed. Non, ça te donne le restant de la division. Ça te donne qu'est-ce qui n'a pas été divisable de manière entière. C'est pas le nombre d'itérations. Dernière chose, quand on travaille avec les fonctions, puis qu'on a des éléments ici, les différents paramètres d'entrée, ce qu'on met, c'est des expressions. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que je peux écrire ça, sans problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer l'expression, puis ça va être le résultat qui va être envoyé à ma fonction. Même principe, si j'ai une information dans une variable, hein, je peux utiliser ça. OK, puis je peux même faire fois 2 moins 5. OK, puis ça va évaluer le résultat. Puis après avoir évalué le résultat, c'est cette information-là qui va être envoyée à la fonction pour que ça soit utilisé comme information pour la dite fonction. Alright. Fait qu'on a un dernier numéro qui est demandé d'être fait. Fait que ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les principes de normes standards de programmation pour soigner la présentation de notre programme. On a dicté que ça va être tout aussi important que la fonctionnalité dans nos évaluations. Fait que c'est important de prendre ces règles-là à cœur. On a vu le principe des structures de contrôle itératives qui me permettent de répéter des instructions plusieurs fois, soit avec une condition avec le while, soit avec un compteur qui est configuré avec la boucle for. On a vu les opérateurs logiques et ou qui me permettent de jumeler plusieurs conditions ensemble. Puis on a vu l'utilisation des fonctions qui est gérée par le nom de la fonction, les paramètres d'entrée, donc les informations que la fonction a besoin, et le paramètre de retour, est-ce que ça me retourne une information ou pas avec la fonction. Fait que ça fait le tour de notre partie magistrale pour aujourd'hui.